Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va parler du G43 mais aussi du G41 et balayer l'histoire des fusils semi-automatiques allemands de la Seconde Guerre mondiale. Cette vidéo fait suite à celle sur le Sturmgewehr 44 et son histoire complexe. Dans celle-ci, on avait vu le contexte très particulier de l'armement allemand dans les années 30 avec le traité de Versailles, le développement des Maschinenkarabiner, donc d'armes automatiques en calibre de fusil, et surtout les refus d'Hitler de voir adopter une nouvelle arme dans un calibre intermédiaire. Concernant l'arrivée du G41 et donc du premier véritable fusil semi-automatique adopté par l'armée allemande, son histoire est bien moins torturée car son développement était en adéquation avec les desiderata du Führer. Mais déjà, il va quand même falloir refaire un tour sur les quelques fusils qui existaient avant l'adoption du Gewehr 41, et déjà on constate que rien qu'avec le nom G41, on se dit que les Allemands avaient un sérieux train de retard, alors que les Russes ont déjà étudié le sujet avec l'AVS-36, le SVT-38, et ils seront bien équipés en SVT-40 dès l'opération Barbarossa. Les Américains ont aussi adopté le M1 Garand en 1936, et même nous, les Français, nous avions toute une série de fusils semi-automatiques depuis le RSC 1917, qui ont amené au MAS 40, qui malheureusement n'a pas eu le temps de sortir en masse. Donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les Allemands ont autant traîné sur le sujet ? Eh bien, plusieurs axes de réponse. Et la première est liée à un entêtement technologique à vouloir à tout prix développer un fusil semi-auto basé sur le recul du canon. C'est quoi le recul du canon? C'est lorsque, au départ du tir, le canon accompagne le mouvement de la culasse. Par exemple, un Browning Auto 5. Vous voyez ici le long recul du canon qui vient pousser la culasse vers l'arrière pour éjecter la cartouche. Eh bien, le Mauser C96, c'est pareil. C'est beaucoup moins visible car le recul est court sur une arme de poing, mais c'est le même principe. Et donc, pas mal d'armuriers allemands vont tenter de fabriquer des fusils semi-automatiques sur cette base, et le premier d'entre eux est un certain Paul Mauser. En effet, Monsieur Mauser, en 1896, fait une démonstration au Kaiser Wilhelm, ou Guillaume si vous préférez, de son célèbre pistolet semi-automatique, chambrant le 7,63 par 25, et avec son action de court recul du canon. A priori, le Kaiser, vraiment conquis par l'essai, voulait un fusil semi-auto basé sur le même concept, mais bien évidemment dans le calibre du fusil d'infanterie en 7,92. Sauf que Paul Mauser n'y arrivera jamais. Pire, en essayant d'adapter le court recul du canon dans un fusil nommé C98, il perdit un œil. Il est donc parti sur le long recul du canon, plus sûr, mais finalement très complexe à mettre en place sur une cartouche de 8 mm Mauser. Il faut un verrouillage et une culasse suffisamment lourde. Et là, avec le canon qui renvoie la culasse vers l'arrière, ça crée un très fort recul. Suffit de voir le phénomène sur un CSRG Shosha pour se rendre compte que le recul est vraiment prononcé, parce qu'on a tout ce système qui va et vient. Et encore, le Shosha pèse 9 kg, alors imaginez sur un fusil qui ferait par exemple 4 kg. Donc Mauser va continuer à développer des fusils avec le C02, puis le C06, etc. D'ailleurs, ce Mauser 1906 ou C06, toujours avec le long recul du canon, sera transformé en 1908, puis dans une version carabine en 1909, avec cette fois-ci un canon fixe et un système par inertie. Alors comment dire? Le système à inertie, c'est difficile à expliquer sans avoir l'arme en main, ou seulement avec des photos. On a la chance d'avoir la vidéo de Forgotten Weapons qui nous montre le fonctionnement, et ce qu'il faut en retenir, c'est une mécanique complexe, et donc chère à produire. Problème principal, il faut utiliser des étuis lubrifiés pour que ça cycle bien. Sauf que des étuis lubrifiés sur un champ de bataille, ça va être compliqué à maintenir. Autant dire que toutes les poussières vont venir se coller aux étuis et créer des dysfonctionnements. Le fusil sera bien entendu rejeté par l'armée allemande. Enfin, pas vraiment, parce que si je vous en parle, c'est qu'il s'agit d'un des rares fusils semi-auto adoptés officiellement par l'armée de l'air allemande durant la Première Guerre mondiale. Donc le Mauser 1916 est présent dans le jeu Battlefield 1 et il a vraiment été utilisé, non pas sur le terrain à cause des étuis lubrifiés, mais surtout à bord des zeppelins. Sauf que le nombre ne dépasse pas 1000 exemplaires, car il n'était pas fiable pour des raisons déjà mentionnées. Et surtout, il coûtait très cher à fabriquer. Par contre, oui, il avait l'avantage de tirer la cartouche de 8 mm Mauser. L'autre fusil qui a été utilisé par l'aviation allemande est le fusil Mondragon M1915, lui aussi présent dans Battlefield 1, à juste titre.
Alors brièvement, mais le fusil Mondragon est une arme conçue par le général mexicain Manuel Mondragon, mais fabriquée par SIG en Suisse. Initialement, c'est le modèle 1908 qui est adopté officiellement par l'armée mexicaine, ce qui en fait une des toutes premières armées au monde à adopter un fusil semi-automatique. On est en 1908 quand même. Bon, manque de peau, ça se passera mal au Mexique, et la très grande majorité des fusils resteront dans les stocks chez SIG en Suisse. Tant mieux pour les Allemands, car c'est eux qui récupéreront les quelques 3000 à 4000 fusils Mondragon en 1915. Ils sont chambrés en 7 mm Mauser, donc ça va. Il y a quelques petites modifs, mais je les aborderai pas ici. Celle qui est la plus notable, c'est la création de cet imposant chargeur tambour de 30 coups. Ouais, imaginez, vous rajoutez 800 grammes sur une arme qui en fait déjà 4,5 kg. Le tout dans un avion en plein vol. Bon bref, le Mondragon visiblement n'avait pas mieux performé que le Mauser 1916. Pourtant, le Mondragon fonctionne comme un M1 Garand. Par empreinte gaz et une cam sur le côté droit qui vient pousser en arrière la culasse. Dans les autres fusils semi-automatiques précoces et allemands, on peut citer aussi George Auger chez la DWM qui tentera lui aussi d'adapter son mécanisme de genouillère de son célèbre pistolet sur un fusil. Son ancien collègue Hugo Borchardt fera de même et dans les deux cas, pas de succès au rendez-vous. Notamment car les développements sont arrivés assez tardivement, vers 1913, peu de temps avant la Première Guerre mondiale, où dans cette période de tension, il n'était pas prévu pour l'armée allemande de changer complètement son stock de fusils G98. Donc là vous allez me dire, mais pourquoi n'ont-ils pas fait comme tout le monde, arrêter de se borner à développer des fusils avec le recul du canon pour adopter l'empreinte gaz? Bah ils pensaient simplement que faire un trou dans le canon pour récupérer les gaz lors du tir, ça diminuerait la précision, la vitesse du projectile et la durée de vie du canon. Pourtant, on peut se dire qu'ils ont eu le temps déjà de tester les Mondragons, voire même des RSC-17 capturés, qui fonctionnent par empreinte gaz. Et ça va, ça fonctionne même plutôt bien. Et quand on regarde les développements futurs, que ce soit le M1 Garand, le SVT-40 et même le MAS-40 français, c'est de l'empreinte gaz. Après, il y a une cam ou pas, ça c'est autre chose. Mais du coup, l'Allemagne, durant la Première Guerre mondiale, n'a pas développé de fusil semi-automatique, contrairement aux Français. Et sera bien empêché de le faire dans les années 20 et 30, et ça, pour les raisons que j'ai déjà citées dans la vidéo sur le STG-44, il y a les contraintes du traité de Versailles, certes, mais il y a aussi des contraintes économiques avec notamment l'hyperinflation. Tout est là dans la vidéo. Mais en gros, on peut résumer les choses ainsi, il faudra attendre le réarmement de l'Allemagne sous la direction d'Hitler au début des années 30 pour que le sujet soit remis à jour. Je dis pas prioritaire, parce que justement, ce qui est intéressant de comprendre, et je vais vous poser la question, est-ce qu'on gagne vraiment une guerre avec un fusil? Sur champ de bataille, est-ce qu'il est plus important d'avoir des chars et des avions ou d'avoir une infanterie équipée de super fusils semi-automatiques dernier cri? Parce que la stratégie principale de la Wehrmacht, c'est la Blitzkrieg. Que le fantassin est un fusil semi-auto ou un fusil à verrou, franchement ça change pas grand-chose. Surtout que si on regarde les premières batailles, que ce soit en Pologne ou en France, l'Allemagne est victorieuse et ne semble pas être handicapée d'utiliser un carabineur qui date initialement de 1898. Ça ne change en réalité pas grand-chose à l'échelle d'une guerre. Et puis un fusil à verrou tirant la puissante cartouche de 8 mm Mauser. Ça fonctionne bien dans les grandes distances des déserts africains ou des plaines d'Europe de l'Est. Bon, le problème va quand même commencer à partir de 1941 quand ils vont attaquer les Russes qui ont déjà adopté le SVT-40. On peut aussi nommer les DP-27 et autres pistolets mitrailleurs déjà abordés sur la chaîne. Alors évidemment, au début avec la Blitzkrieg, ça va. Sauf que lorsqu'ils seront dans des bourbiers comme Stalingrad, avec en face une machine industrielle russe à fond qui va produire un maximum d'armes semi et automatiques, ça va commencer à être difficile de faire front aux masses de soldats russes, même équipés de fusils Mosin-Nagant à 5 cartouches. Oui, je sais, je grossis le trait, puisqu'évidemment, la Wehrmacht possède aussi des MG34 pour le tir de soutien, mais c'est une autre histoire et je pense que vous avez compris la vue globale que je voulais vous poser. Et donc en 1939, il n'y a toujours rien de particulier du côté du fusil semi-automatique en Allemagne. Alors il y a bien eu par exemple le Walther A115 dans les années 30, mais c'est pas très concluant. Il faut quand même attendre 1940 pour que la HWAA soit le Heereswaffenamt. Enfin bref, le bureau en charge de l'armement demande aux fabricants de proposer un nouveau fusil. Et ils vont demander 3 choses. Le canon ne doit pas être percé pour récupérer les gaz. Aucune partie de la surface supérieure ne doit se déplacer avec les mouvements de chargement automatique. Et le dernier point, en cas de défaillance du mécanisme automatique, l'utilisation du fusil ne doit pas être interrompue. Dans ce cas, le fusil doit être chargé manuellement, comme pour le modèle 98. Si vous avez bien suivi jusque-là, vous comprenez de suite que rien qu'avec le premier point,
le projet est voué à l'échec. Bah oui, comment récupérer les gaz sans percer le canon? Ça, c'est encore une décision prise par des gens dans des bureaux qui n'ont aucune connaissance du sujet et qui s'appuient sur des on-dit depuis des décennies. Du coup, il n'y a que deux fabricants à répondre, Moser et Walter. On va commencer par Moser. Je l'ai pas mentionné, mais Moser avait déjà proposé le G35, donc en 1935. Fusil fonctionnant, je vous le donne Émile, parlons recul du canon, mais qui avait été rejeté. Alors évidemment, quand on demande un fusil en 1940 et qu'un prototype apparaît dès 1941, c'est que les gars de chez Moser étaient déjà en train de travailler sur le sujet, parce qu'un fusil, ça ne se développe pas comme ça, en un claquement de doigts. Et donc il y avait deux protos nommés S42D et S42G. C'est sur la version D qu'ils vont se concentrer à partir de 1940 et ça donnera naissance au G41M, M pour Moser. Et on sent que l'adoption de cette arme est lancée précipitamment car le bureau de l'armement fait une première commande de 5000 armes en avril 1941. C'est jamais que 2 mois avant l'opération Barbarossa. Le G41M ressemble grossièrement à un 88K mais transformé pour le tir semi-automatique. Il respecte les conditions principales, à savoir qu'il n'y a pas de trou dans le canon pour la récupération des gaz. Et comment ont-ils fait? Eh bien grâce au système Bang. Oui, c'est le nom de l'ingénieur danois qui a inventé ce curieux dispositif à l'avant du canon dans les années 20. Et en effet, tout se passe dans ce cône à l'avant du canon. Lors du tir, les gaz qui sortent après la balle sont récupérés dans ce cône et un piston entourant le canon vient pousser une came située sous le canon qui va jusque dans le boîtier pour projeter l'ensemble mobile vers l'arrière. Le mouvement va venir déverrouiller la tête de culasse, l'étui vide est extrait puis éjecté, l'ensemble mobile vient terminer sa course au fond du boîtier pour être renvoyé vers l'avant grâce au ressort et sa chambre, une nouvelle cartouche. Tout ça dans un boîtier parfaitement fermé. L'autre signe très distinctif du G41M, c'est ce levier à l'arrière. Oui, souvenez-vous, il fallait que le fusil soit opérable même si la fonction semi-auto était défaillante. Si pour X raison le cône de gaz est endommagé, il suffit de manipuler ce levier comme le 98K. L'arme dispose d'un magasin fixe qui est alimenté par 2 clips de 5 cartouches de 7,92 par 57 JS. Donc là vous allez me dire que c'est cool, l'armée allemande a le fusil qu'elle voulait et tout va bien, la production est lancée à fond jusqu'en 1945. Oui, ben non. Alors déjà Moser aura du mal à travailler avec ses sous-traitants. Ensuite, la qualité des aciers n'était pas au niveau attendu et les premiers exemplaires du fusil qui doivent tout de même être testés en troupe avant d'être envoyés au front, eh bien les premières armes livrées en septembre 41 repartent aussitôt à l'usine car elles sont défectueuses. La commande initiale de 5000 armes passe à 15 000, mais Moser aura bien du mal à fournir les fusils car, arrivé en 1942, il tourne à fond sur la production du Moser 98K. Pour vous donner une idée, en janvier 1942, ils n'ont fourni que 1673 fusils, pour finalement s'arrêter totalement en décembre 42 ou mars 43 selon les sources. Et clairement, on n'excède pas 15 000 armes au total. L'autre léger problème aussi, c'est que sur le papier, le G41M, il coche toutes les cases du cahier des charges, mais sur le terrain, il s'avère complètement nul. Son système est trop complexe et s'encrasse trop rapidement, donc pour l'entretien sur le terrain, c'est pénible. Ensuite, le cône à l'avant rajoute du poids sur le canon, qui déséquilibre fortement l'arme. Le recul est jugé trop fort et l'éjection des étuis trop puissante aussi, ce qui est fâcheux dans un environnement clos. Non, je vous assure que vous prendre un étui brûlant qui rebondit sur le mur et vous revient en pleine face, c'est pas agréable. Bref, c'était prévisible, le G41M est un échec total. Ça en fait par contre aujourd'hui une superbe pièce de collection très rare. Mais tout va bien pour l'armée allemande puisqu'il y a G41 de Walter. Oui, non, mais bon, je vais pas le faire à chaque fois. Walter va donc proposer son G41W au début de l'année 1941. On le remarque immédiatement, il y a un cône sur le bout du canon. C'est normal, c'est le même système que Moser, pour récupérer les gaz sans percer le canon. Et comme j'ai un exemplaire sous la main, on va regarder le fonctionnement de plus près. Donc pour démonter ce fameux système d'empreinte gaz, que ce soit sur la version Moser ou Walter, c'est pareil. Il faut appuyer sur un petit bouton juste au pied du guidon et tourner le cône à l'avant. Ensuite, il suffit d'enlever le manchon et de récupérer la bague qui fait piston. En remettant la bague qui fait piston et en la poussant manuellement, on voit bien qu'elle vient
pousser la cam, et ce sont bien les gaz dans le cône qui reviennent et qui font cet effort-là. On voit bien ici le mouvement de la cam qui, à l'inverse de la version Mother, est au-dessus du canon, et on voit bien qu'elle vient pousser l'ensemble mobile, et c'est bien ça qui donne l'action semi-automatique. Côté culasse, elle utilise un verrouillage qui date de 1870. On va regarder la culasse du G41 en détail, mais vous allez voir que le principe est quasi identique. Puisqu'en fait, les tenons de la tête de culasse se rétractent à l'intérieur du corps et sont poussés vers l'extérieur lorsque le percuteur s'avance. Donc ça a été breveté en 1870 par un Danois encore, et ce principe a été repris sur le C98 de Paul Moser, puis sur un obscur prototype de la FNR Stahl en 1914, et enfin sur la DP27 russe. C'est pas exactement copier-coller, hein, mais c'est dans la même lignée. Le G41 de chez Walther possède, comme son homologue de chez Moser, un magasin non amovible qui peut être alimenté par 2 clips de 5 cartouches. Ah, et aussi, on peut y fixer la baïonnette du 88K. Non, parce que c'est vachement important, la baïonnette. Hein. Petit détail tout de même, mais le G41 Walther n'aurait pas dû être sélectionné, pour la simple et bonne raison que le couvercle de la culasse se déplace. Et oui, c'est bête, mais il était bien spécifié que la surface du boîtier ne devait en aucun cas être en mouvement lors des tirs. Bon, de toute façon, j'ai envie de vous dire que vu les difficultés de Moser et la situation qui devient un peu tendue, le bureau de l'armement s'assoit sur ce principe et commande 5000 armes, qui seront livrées pour janvier 1942. Alors, c'est pas grand chose, mais c'est toujours 3300 armes de plus que Moser à la même période. Sauf que petit problème, bah oui, si c'était aussi simple. Walther, c'est une usine beaucoup plus modeste que Moser, donc ils n'ont pas les capacités de fournir des fusils en masse, et surtout ils bossent sur le MKB-42, sur lequel ils croient beaucoup plus au potentiel. Alors oui, Walther, c'est aussi les pistolets PP, PPK, P38. Ça leur prend d'ailleurs beaucoup d'énergie pour une utilité au combat toute relative, mais c'est encore une autre histoire. Du coup, l'armée va autoriser en 1942 le fabricant Berliner Lübecker Maschinenfabrik aka BLM à fabriquer aussi des G41 du modèle Walther. À ce moment-là, le modèle de chez Moser est déjà mort et enterré, donc la production est lancée à fond sur la version Walther, qui sera produite tout de même à environ 130 000 exemplaires jusqu'en 1944. Est-ce que le Walther était vraiment mieux que le Moser ? Pas vraiment en fait. Il souffrait des mêmes défauts avec son poids général important, son cône sur le bout du canon qui déséquilibre l'arme, son mécanisme trop ouvert aux éléments extérieurs et l'éjection de ses étuis trop forte. Et ça je peux l'attester, les étuis volent vraiment très loin. En fait le G41W est juste moins pire que le G41M. Mais pour le fantassin en première ligne, c'est pas acceptable. Personnellement sur le pas de tir tranquille du stand, j'ai adoré. J'ai trouvé la détente pas mauvaise, la prise de visée ok, le recul finalement plutôt modéré, bref, pas désagréable du tout pour du 8,57. Et par contre, si j'avais eu le choix sur le champ de bataille, j'en aurais pas voulu. Il y a donc un problème pour le fantassin allemand qui se retrouve bloqué aux portes de Moscou en octobre 1941 et qui va devoir tenir tout un hiver avec son 98K comme seul compagnon. Car durant l'hiver russe, il est difficile pour les Panzers et les avions d'être utilisés. Or, les soldats russes, eux, ne s'arrêtent pas vraiment et arrivent à combattre malgré les températures. Enfin, est-ce qu'ils ont le choix? Et surtout, ils sont de plus en plus équipés de pistolets mitrailleurs PPD-40 et PPSH-41, ainsi que des fusils semi-automatiques SVT-40, tout en étant soutenus par les DP-27, très mobiles. Encore une fois, je résume les choses. Ici, la réalité du terrain est bien plus complexe que ça, mais je vais pas vous parler entièrement de la bataille de Moscou pour juste vous dire à quel point le fantassin allemand se retrouve tout à coup mal équipé. Sauf qu'en chemin, ils ont capturé pas mal de matériel russe, et le SVT-40 sera beaucoup utilisé parmi les troupes allemandes. Même Himmler, le Reichsführer SS, va recommander en août 1942 l'utilisation du SVT-40 à ses groupes de combat. Et d'ailleurs, il va même préconiser des SVT-40 équipés de lunettes. C'est même étrange qu'il y ait autant de photos disponibles de soldats allemands avec des SVT-40 sur le front de l'Est. Après tout, niveau propagande, ça la fout un peu mal de voir ces soldats équipés du matériel ennemi. On voit tout de même que fin 1942, le nombre de fusils semi-auto sur le front Est, que ce soit
de chez Walther ou Moser est tout de même très faible. Et pire, alors que le fantassin allemand devrait se réjouir d'avoir enfin un fusil digne de ce nom, il se retrouve avec un truc compliqué qui fonctionne mal. Beaucoup plus mal que le SVT-40. Il aurait pu y avoir une transition directe du G41W au MKB-42 ou MP-43 de chez ANL, mais comme je vous l'ai déjà mentionné dans la vidéo précédente, Hitler était formellement contre. En fait, le fusil semi-automatique, c'est véritablement la seule arme dont il a accepté à 100% le développement. C'est en partie lié à l'utilisation de la cartouche de 8 Moser. Ça ne fait qu'une seule et même cartouche pour toutes les armes, que ce soit le Moser 88K du tireur d'élite, le G41 du fantassin ou la MG34. Le problème, c'est que là, ça devient une impasse. Alors que faire? Eh bien peut-être arrêter une bonne fois pour toutes cette stupidité de ne pas vouloir faire un trou dans le canon. Bon oui, dit comme ça, c'est un peu bizarre. Ce que Walther va faire dès le début 1942, c'est de tenter de simplifier leur fusil. Le truc, c'est qu'ils ont leur production chez eux, et chez BLM, qui est lancé à fond. C'est pas possible de repartir de zéro, les machines-outils sont déjà là. Ils vont tenter deux choses. Ressortir des placards le modèle A115 avec son système étrange d'empreinte gaz, mais qui ne conviendra pas. Ravaler leur fierté et copier le SVT-40 russe. Et oui, c'est bien cette seconde option sur laquelle ils vont partir, parce qu'après tout, ils n'ont pas le temps de trop tergiverser. Et le SVT-40, bah ça marche, hein. En tout cas, ça marche mieux que leur fusil. C'est en janvier 1943 que sortent les deux premiers prototypes du G43, le nouveau fusil semi-automatique de Walther. La demande est tellement forte qu'on leur demande de modifier immédiatement leur ligne de production du G41 pour fabriquer des G43. Alors que l'arme n'est pas finie d'être testée. Hitler va ordonner la mise en production du G43, surtout qu'il vient de refuser celle du MP43. C'est officiel en avril 1943, mais changer une usine, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Surtout que les problèmes d'acquisition de matières premières, de raids aériens et un manque d'hommes dans les usines commencent sérieusement à bouleverser toute cette organisation. Bon, visiblement, ça dérange tout le monde, sauf Hitler, qui ignore tout ça et déclare en plus en juin 1943 que le G43 devient un fusil de sniper et par conséquent il doit être équipé d'une lunette et d'un silencieux et qu'il doit y en avoir 2 par escouade. Tout va bien. Walther commencera réellement la production en automne 43 et il est estimé que seulement 7500 G43 avec le code AC43 seront produits avant la fin de l'année. Et même seulement 20 exemplaires rejoindront des troupes combattantes fin décembre. Alors que dire sur le G43, mis à part que c'est un SVT-40 germanisé. Il est équipé d'un magasin amovible, cette fois-ci qui se charge encore avec des clips de 5 cartouches du fusil Moser. Il n'était pas spécialement prévu de recharger autrement qu'avec les clips. Le soldat avait au mieux 2 chargeurs supplémentaires dans une poche adaptée, mais pas plus, c'est tout. L'ergonomie générale de l'arme est plutôt bonne et au tir, franchement, c'était vraiment un régal. Non, vraiment, sur le pas de tir tranquille d'un stand, rien à dire. Vraiment un bel objet de collection et une belle machine. Après, sur le terrain, aucune idée. Est-ce qu'il fait vraiment mieux qu'un SVT-40 ou qu'un M1 Garand? Pas sûr. Du coup, comment faire pour augmenter la production de ce nouveau fusil? Demander à d'autres fabricants, comme Moser ou Krieghoff? Parce que Walther est déjà à fond et BLM ne commencera le G43 qu'au début de 1944. Surtout que la IR n'est pas la seule à vouloir des fusils. La Luftwaffe et les SS en demandent. Eh bien, la solution sera trouvée par Heinrich Himmler qui avait sous le coude une main-d'œuvre en masse et bon marché, les prisonniers des camps de concentration. Il y a plusieurs avantages pour Himmler de faire ainsi, outre le fait d'avoir des ouvriers gratuits et nombreux, c'est qu'ils sous-louaient leurs services. Oui, les industriels allemands profitaient d'une main-d'œuvre disponible tout en versant un peu de revenus aux SS. Tout le monde est gagnant, car les armes coûtent moins cher à produire et les SS ont une trésorerie pour acheter à leur tour des armes. En fait, les SS c'est un peu surprenant, mais c'est un peu les derniers servis dans l'armement allemand. Ils doivent plus ou moins se débrouiller pour s'équiper. Et ils n'hésiteront pas à détourner des livraisons de G43 pour leur propre fin. Donc il va y avoir 2 camps qui vont être utilisés pour fabriquer des pièces de G43. Neuengamme lié à Walther dans le nord du pays et Buchenwald lié à Gustloffwerk au centre. Pour les Allemands, c'est aussi une couverture idéale qui cache aux Alliés que le camp est transformé en usine. Et même si c'est découvert, en théorie, les Alliés ne vont pas bombarder un camp de prisonniers pour détruire une usine. En théorie.
Non, parce que sur le papier, ça semble être une excellente idée d'utiliser les camps, mais en réalité pas vraiment. Déjà, il faut quand même du temps au SS pour monter les chaînes de production. Mais par exemple, Gustav Werk, ou plutôt Buchenwald, eh bien la production ne va commencer que vers janvier 1944. Et le 24 août 1944, la Royal Air Force bombarde l'usine. C'est pas vraiment parce qu'ils y fabriquaient des G43 qu'ils ont visé l'usine, mais surtout parce qu'il y avait des composants pour les fusées V1 et V2 qui étaient produits. Mais en tout cas, le bombardement a été parfaitement orchestré car l'usine du camp a été complètement rasée. Je précise quand même qu'il y aura 300 prisonniers qui seront tués lors de ce bombardement. Et qu'être à la fabrication des armes dans ces camps ne changeait en rien aux conditions de vie horribles des prisonniers, même si c'était peut-être les moins pires des camps. À noter aussi que 2 jours plus tôt, c'est Saint-Étienne qui est libéré. Et ça aussi c'est important, car l'usine française fournissait pas mal de pièces détachées. Donc, tout ceci ralentit la production totale des fusils. Aussi, peut-être que les camps, ça fournit une main-d'œuvre gratuite et nombreuse, mais pas motivée et si docile que ça. Ils n'hésiteront pas à saboter les armes. Quoi de plus facile que d'oublier de percer l'empreinte gaz et de positionner le bloc à l'avant, ni vu ni connu, et hop, ça part en livraison. Sans parler des pièces qui peuvent être faussées, mal construites, les machines étrangement cassées et inutiles pendant plusieurs jours, la commande des mauvaises pièces détachées, etc., etc. 25% des G43 de Buchenwald auraient été sabotés. Et dans ces cas-là, lorsqu'une arme est découverte par les Allemands et qu'ils n'arrivent pas à comprendre d'où ça vient, la livraison entière est renvoyée à l'usine. L'autre point qui va quand même permettre aux Allemands de produire pas mal de G43, c'est d'oublier la finition. Suffit de regarder de plus près pour se rendre compte sur les modèles de fin d'année 1944 à quel point c'est brut. Mais à ce moment-là, la finition c'est bien le cadet des soucis de l'armée allemande, à tel point que Walter va carrément récupérer des boîtiers qui étaient rejetés pour les reprendre dans la production. Ah et petit détail, en avril 1944, le nom Gewehr 43 change pour Karabiner 43. Donc les boîtiers de fin d'année 44 sont bien marqués K43. Bon, à partir de là, je pense que vous connaissez l'histoire. Les Russes poussent à l'est, les Américains et leurs alliés à l'ouest et en Italie. On peut noter qu'il y aura quand même une production chez BLM ou Neuengamme jusqu'au dernier jour du conflit. Mais dans tous les cas, le G43 n'aura pas changé grand-chose au cours de l'histoire avec ses quelques 462 000 exemplaires. Alors on peut balayer rapidement les prototypes de fin de guerre avec des essais de G43, avec des chargeurs de MG13, des versions avec des chargeurs de STG44, donc chambrés en 7,92 Kurz, et carrément en full auto. Il y aura aussi des tests de longueur de canon, des crosses entièrement en plastique, etc. Et le dernier point, qui mériterait une vidéo entière dédiée, le Gerad 03, fonctionnant avec le verrouillage par galet, qui est un des projets fondateurs du retardement par galet. Mais ça, je vous promets qu'on en reparlera en détail un autre jour. Mais si vous voulez en savoir plus sur toutes ces versions expérimentales, achetez le bouquin. Et sinon, après la guerre, le G43 sera bien entendu réutilisé par la Volkspolizei. Mais pas que, la Norvège a récupéré pas mal d'armes allemandes, dont des G43 équipés de lunettes. Plus surprenant, mais le Brésil adoptera une partie sous le nom de M954, mais chambré en 30-06. Et enfin, on a les Tchèques avec le VZ43. Allez, un petit fun fact, les Suisses feront une copie du SVT40 et du coup du G43 durant la Seconde Guerre mondiale, bien évidemment en GP11. Maintenant qu'on a vu l'histoire globale du G43, on va se concentrer sur la version sniper. En théorie, Hitler déclare contre toute attente que le G43 c'est un fusil de tireur d'élite. On va revenir un peu là-dessus quand même. Dès le fusil G41 de chez Moser, il avait été testé l'emploi de lunettes. Mais enfin, est-ce que la ZF40 est une lunette ou une aide à la visée? Difficile à dire, mais en tout cas, il y a bien eu quelques G41M équipés de lunettes, mais ça ne dépasse pas le niveau des essais. Concernant le G41W, même chose, il a été équipé de la ZF40 à grossissement x1,5 qui vient se clipser sur la hausse. De plus, la plupart des G41 de chez Walter ou BLM ont été équipés d'un rail pour ZF4 jusqu'en 1943. Mais il semble que la pratique d'avoir un G41 équipé d'une lunette sur le front soit extrêmement rare. On en vient donc au G43 dans le rôle du fusil de Sharpshooter. Et donc Hitler décide tout à coup que le G43 est un fusil de sniper. La réalité, seulement 10% des G43 seront réellement distribués
avec une lunette. Tous les G43 sont bien équipés avec un rail sur le côté du boîtier, mais ça ne veut pas dire qu'il y ait autant de lunettes de produits avec chaque fusil. Surtout que vu la qualité de certaines armes fabriquées dans les camps, c'est difficile de sélectionner les exemplaires suffisamment précis pour être équipés d'une lunette. D'ailleurs la lunette, la ZF4, faut qu'on en parle car son développement coïncide avec l'arrivée du G43. La ZF4 est la création de la société Voigtlander & Son. Il fournissait déjà les ZF39 pour les fusils 98K et avait acquis de l'expérience sur la ZFG42, la lunette du FG42. Ça sera un autre sujet ça. Donc Voigtlander propose à l'été 1943 sa nouvelle lunette, la ZF4. Elle est clairement inspirée de la PU russe qui équipe la SVT40. Elle a un grossissement x4, elle est facile à produire car son corps est moulé dans un seul bloc. Ça va correspondre à ce qui était attendu par l'armée, une lunette qui puisse équiper toutes les armes et donc être produite massivement à pas trop cher. Le montage par contre c'est une autre société qui l'a fait, c'est assez simple, il vient se glisser sur le rail et on verrouille avec le levier. Donc le nombre total de G43 équipés de lunettes est assez faible parce que d'un côté il n'y a pas assez d'armes qui ont le niveau requis de précision et de l'autre il n'y a pas assez de lunettes. Globalement le G43 en tant que fusil de sharpshooter était plutôt décevant. Ce qui est noté c'est qu'à vouloir trop en produire, ça mettait dans le lot trop de fusils qui n'avaient pas le bon niveau. Il fallait mieux en livrer moins, genre 5%, au lieu de 10, mais qui soit mieux fabriqué. Parce que forcément, il est comparé au 98K, équipé de ZF39 ou autres lunettes commerciales. Le G43 doit tenir 4,7 MOA, c'est quand même pas exceptionnel. Hein. En fait, le duo G43 plus ZF4 ne serait bon que jusqu'à 100 mètres. Les tireurs d'élite allemands n'en veulent pas, ils préfèrent conserver le carabineur 98. Il paraît aussi que le G43 est très sensible au changement de température et que sur des distances comme 1000 mètres, ça change du tout au tout. Bref, c'est pas une réussite et on trouvera une autre lunette, la ZF43/1 de chez Carl Zeiss, qui tentera d'imposer son modèle. Mais de toute façon, peu importe la lunette, le G43 n'est définitivement pas bon au tir de précision. Pour terminer cette vidéo, quelques conseils si vous voulez tirer avec votre G43, parce que non seulement ces armes coûtent cher, mais en plus, elles ne sont pas fiables. Ouais, c'est le côté irrationnel de la collection. Mais vraiment, si vous ne voulez pas que votre boîtier vous pète à la figure, il va falloir effectuer quelques actions. Vérifiez que le capot n'est pas déformé par des précédents tirs non régulés. Risque d'ensemble mobile qui se barre durant le tir dans votre visage. Changez les 2 ressorts de rappel de l'ensemble mobile. Il peut être intéressant de changer d'autres ressorts de l'empreinte gaz et du groupe de détente, mais c'est secondaire. Vérifiez que la vis de réglage de la détente n'est pas réglée trop limite, sinon risque que le chien ne soit pas attrapé par le disconnecteur lors du mouvement arrière de la culasse. Léger risque de départ en full auto, je vous ai rien dit. Privilégiez des amorces dures, sinon risque de slam fire. Pareil, je vous ai rien dit. Remplacer le système de gaz pour plusieurs raisons. Réduire l'apport de gaz via des inserts de diamètre réduit. Le diamètre de base en usine est bien trop grand pour permettre le fonctionnement en toutes conditions. Il faut le réduire jusqu'à obtenir une course en arrière de la culasse suffisante pour chambrer une nouvelle cartouche, mais suffisamment faible pour ne pas frapper le capot. On peut en effet pallier à ce problème en rechargeant des cartouches soft. Certaines sources préconisent de carrément prendre l'ensemble mobile du G41 pour le mettre dans le G43 puisqu'il a été mieux fabriqué, mais en réalité ce n'est pas compatible. Ça peut rentrer dans le boîtier mais ça ne cyclera pas avec. Donc voilà, votre superbe flingue que vous avez payé entre 3 et 4 000 €, va falloir probablement raquer 500 balles de plus pour tirer avec. Mais au moins vous êtes prévenus. Bon les amis, je pense qu'on a fait le tour. Personnellement, j'ai adoré tirer avec le G41 et le G43. J'avais pourtant pas de grandes attentes, ce sont pas des armes qui me font vraiment vibrer, même si je reconnais qu'il s'agit de véritables pièces de collection. D'un point de vue purement tir au stand, je les trouve supérieurs au SVT40 en termes de sensation et de plaisir. Par contre, avec le M1 Garand, j'arrive pas à me dire si c'est mieux ou moins bien. Voilà, on arrive à la fin. Je remercie énormément le propriétaire des G41 et G43 qui m'a fait essayer ces armes. Je remercie le stand de tir qui m'a accueilli et m'a permis de vous montrer ces images. Je le répète à chaque fois, n'hésitez pas à liker, commenter, ça aide au référencement des vidéos et à soutenir mon travail.
Et si vous voulez en savoir plus encore sur les armes allemandes, je vous ai fait une petite playlist juste là. Donc allez y jeter un œil. Allez, ciao!